Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Agatha All Along. Et il y a plein de choses à dire, il y a vraiment plein de choses à dire. Ça va être une review full spoiler à partir de maintenant. J'estime que si vous regardez les reviews, c'est que vous avez déjà vu l'épisode ou que vous vous en fichez et du coup, autant tout balancer. Et il va y avoir plein de choses. Vraiment, je vais revenir sur l'épisode par ordre chronologique. On va s'aider d'images. Restez, parce qu'il va y avoir des éléments super intéressants. Vraiment. J'ai appris des choses, même de culture générale, du coup, grâce à cet épisode. Il y aura aussi 2 théories que je vais vous partager. Une, je pense avoir compris certaines choses par rapport à l'adolescent, par rapport à celui qu'on pense être Billy. Donc il va y avoir une théorie là-dessus, et il va y avoir aussi une théorie sur qui est réellement Rio Vidal. J'ai aussi une théorie là-dessus, ça viendra plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai ça, mais on va commencer tout de suite donc par l'analyse de cet épisode. Alors déjà un avis général, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors la réal est pas incroyable, mais on est sur une série. Je sais pas ce qu'est le budget. J'espère qu'il est resté plutôt raisonnable. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de practical. C'est-à-dire la forêt, ils ont vraiment construit les décors. Quand on voit la maison, c'est de loin, c'est de la miniature. Enfin, voilà, j'aime vraiment la façon dont ils ont travaillé dessus et c'est bien écrit. Je trouve ça vraiment bien écrit pour le coup. Et je préfère 1000 fois qu'on mette un peu moins de budget et que oui, on n'ait pas des visuels de cinéma, mais qu'on ait une série où on met vraiment surtout l'accent sur l'écriture, sur voilà, il y a tellement d'easter eggs intelligents, de références, de choses à voir dans cet épisode. J'ai beaucoup réfléchi et depuis les premiers et deuxièmes, j'y pense régulièrement et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ces 2 théories que je vous partagerai. Et bon, on reviendra de manière bien plus précise encore quand on fera le live review comme on fait chaque semaine, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore à vous abonner pour avoir toutes les notifications, comme ça vous serez au courant. Mais c'est parti tout de suite. Donc déjà le titre, From Many Miles of Tricks and Trails. Évidemment, ça on va le voir pendant l'épisode, mais donc c'est encore un extrait de la fameuse balade. Et donc voilà, on va effectivement avoir ces coups tordus du chemin des sorcières et ces épreuves qu'on va commencer du coup à découvrir dans ce 3e épisode. Déjà j'aime beaucoup comment on voit que le rapport entre Agatha et l'adolescent évolue. On va voir que la vision de Agatha par l'adolescent va encore évoluer plus tard avec ce qu'il va apprendre, on en parlera, mais là, quand elle lui dit « It suits you », ça te va bien, en parlant du chemin des sorcières, elle commence à avoir une sorte de respect pour lui, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Il y a un rapport qui est en train d'évoluer. Sharon. Ah... Pas une sorcière, non, mais elle avait du cœur, toujours prête à donner. Avec Agatha sur la route, des sorcières s'embrasaient. Sharon lui a remis le feu. Elle méritait la gloire. Sharon. La pauvre, effectivement, là, elle dit que c'est un kidnapping, ce qu'elle a déjà vécu, par le biais de Vanda, bien évidemment, comme ça va nous être rappelé aussi un peu plus tard. On t'aime, Sharon, on t'aime. Un détail qui est intéressant, remarquez que les feuilles sont bleues, ce qui nous annonce, du coup, qu'on est effectivement dans la phase de l'eau, de l'épreuve de l'eau. C'est pas pour rien. Il y a plein de petits détails comme ça, tout bêtes, que je trouve vraiment bien trouvé. Et ça, quand elles disent peu importe ce qu'a poussé Agatha ici en parlant de la menace qui les poursuivait, donc les 7 de Salem, c'est notre problème maintenant. Pour moi, ça nous tease justement qu'elles vont devoir
toutes se rapprocher. Et ce qu'il dit par exemple, est-ce que parce que les Coven partagent les bénédictions comme les fardeaux. Donc ça nous montre que pour réussir jusqu'au bout du chemin, elles vont devoir de toute façon vraiment mettre de côté leurs différences et leurs oppositions, et elles vont devoir réellement faire équipe. Ça c'est intéressant et ça permet de corriger une erreur. Je pense qu'on est beaucoup à avoir mal compris quelque chose la semaine dernière dans les 2 premiers épisodes. Quand elle demande donc si quelqu'un peut appeler les parents de cet enfant, il répond « Je suis sûr qu'ils dorment » au pluriel. La semaine dernière, on avait tous compris quand Agatha et l'adolescent sont en train de parler dans le centre commercial, et quand il dit avant qu'elle meure, RIP, on pensait qu'il parlait de sa mère. Mais je pense qu'en fait non. C'est pas ma théorie sur Billy, ça n'a rien à voir. Mais en fait, il parlait pas de sa mère, il parlait de la mère d'Alice Wu. Sa mère est vivante en fait. Ses parents sont vivants. C'est ce que ça nous montre là. En fait, il parle de ses 2 parents, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, on avait mal compris. Et c'est pas sa mère à lui qui est morte. Il faisait référence à la chanteuse, à la mère d'Alice Wu. Donc on se rend compte qu'elles ont toutes compris que Miss Hart, non, Sharon n'était pas une sorcière. Et on va voir qu'effectivement ça va jouer, parce qu'elles ont besoin d'une sorcière de la Terre pour continuer l'aventure. Et voilà, on va voir que la situation va être amenée pour qu'effectivement du coup Sharon puisse être remplacée, même si on pourra jamais vraiment remplacer Sharon dans nos cœurs. Et bon, on voit que, et jusqu'à la fin d'ailleurs, Agatha ne peut pas se rappeler du nom de Sharon, c'est assez terrible. Et donc voilà ce qu'elles disent, pareil ça nous tease, il y a plusieurs teasings d'ailleurs de ce qui va arriver à Sharon pendant l'épisode, et elle dit voilà, elle n'a rien à faire sur la route. Et donc voilà, on découvre que ce qu'elles vont devoir faire, c'est apprivoiser leur peur, leur pire cauchemar. C'est ce qui les attend sur le chemin. Et elles vont devoir passer des épreuves, comme le dit la chanson. Elle demande à Agatha de leur en dire plus. On voit qu'elle est hésitante, Agatha, à en dire plus. Et on voit que voilà, là, elle est encore dans un état d'esprit où elle est prête à les trahir de quelque manière que ce soit. Mais en gros, elle va expliquer, voilà, que ça va être devoir prouver qu'elles ont vraiment des talents de sorcière, qu'elles ont les connaissances, et elles vont devoir mettre ça en pratique. Et donc, que pour chaque type de sorcière différente, ça fera appel forcément les épreuves à des capacités différentes, à des connaissances différentes. Ce qui montre à quel point elles sont complémentaires et elles vont avoir besoin l'une de l'autre pour arriver jusqu'au bout de la route. Et la grande question évidemment que va poser l'une d'elles, c'est mais j'ai pas de pouvoir, toi non plus t'as pas de pouvoir, on fait quoi? Et c'est là que l'adolescent va intervenir pour dire ce qu'il appelle la magie analogique. En gros, c'est ce que vous savez faire, utiliser des choses pour pouvoir arriver à vos fins. Pour les potions, ça va être, voilà, utiliser les ingrédients. Même sans pouvoir magique, elle peut créer une potion, par exemple. Et donc, voilà, elles ont des moyens autres de pouvoir faire de la sorcellerie sans avoir besoin de pouvoir vraiment en elle-même. Et ça, c'est intéressant. Elle lui demande qui il est. Et on a encore une fois, donc, le sceau, le sigil en anglais, donc le sceau qui apparaît sur sa bouche. Et là, déjà, j'ai une première théorie. Qui est pas ma grosse théorie sur Billy, mais qui est déjà une première théorie. Je pense, à cause de ce que va dire, donc il fait style, pour moi il fait style, il découvre le sceau. Je pense qu'il est pas totalement honnête. Et ce qui me fait dire ça, c'est quand elle parle de sort maladroit. Alors oui, c'est un peu mal traduit par moment, en fait pas attention, mais elle parle de sort maladroit. Je pense qu'en fait, la personne qui a acheté le sort sur Billy, c'est Billy. Je pense qu'il s'est lui-même jeté ce sort pour protéger son identité. Pour moi, c'est ça qui se passe en fait. Le fait de parler d'un sort maladroit, et je pense que, justement, ils savent, parce que il y a des bons scénaristes là pour le coup, et ils savent qu'on cherche dans toutes les directions qui a pu jeter le sort, et je pense que ça vient de là, d'où on peut le moins le suspecter, et qu'en fait c'est lui qui s'est jeté ce sort, lui-même. Pourquoi? S'il sait qu'il a un lien avec Vanda, il se doute bien que Agatha ne voudra jamais l'aider s'il le lui dit. Et donc il est obligé de jouer l'ignorance pour pouvoir parvenir à ses fins. C'est une des raisons probables. Il peut y en avoir d'autres, c'est peut-être pas celle-là, mais par contre je pense sincèrement que c'est lui, en fait, qui s'est lui-même jeté ce sceau de ce qu'il appelle un sceau de réduction pour être sûr, voilà, d'avoir une bonne excuse pour ne pas révéler qui il est en réalité. Et donc voilà, il fait style, il découvre le truc, mais on sait qu'il est très informé sur beaucoup de choses, et ça les étonne régulièrement pendant le déroulement. Et là, qu'il fasse style, je ne sais pas ce qu'il y a un sort, ça me paraît très faux. Ça me paraît très faux. Vu toutes les connaissances qu'il a, on a quand même quelqu'un qui a réussi à mettre à mal un sort lancé par la Scarlet Witch, qui a l'air d'avoir plein de connaissances, à chaque fois il ramène sa fraise, et il ne sait même pas ce qu'il y a un sceau.
J'ai vraiment du mal à le croire. Donc je pense vraiment que c'est lui qui s'est jeté le sort à lui-même. Je ferai un mea culpa s'il s'avère que c'est pas le cas, mais je pense vraiment. Là j'ai beaucoup aimé parce que si vous regardez sur cette image-là, on voit que Sharon est encore là. Au moment où elle commence à leur parler, en mode voilà, chacune vous cherchez quelque chose, machin, on voit que Sharon est encore là, elle parle à chacune d'elles, et elle arrive à Sharon, et dans les quelques secondes, ça suffit pour qu'elle disparaisse et qu'elle parte de son côté, donc dans la forêt. Et on voit encore, hein, donc comme je vous disais, ces feuilles bleues, on t'aime Sharon, on t'aime énormément. Et donc voilà, qu'est-ce que je fais ici? Elle essaie de trouver une porte de sortie. Je pense que cette partie-là, pour moi, est une grosse référence à l'Histoire sans fin. Rappelez-vous cette scène qui a traumatisé tous les enfants d'une génération, et même de plusieurs générations pour le coup. Et je pense vraiment que c'est une référence à la scène du cheval qui meurt, qui est absorbé par la terre dans des espèces de marécages. Pour moi, c'est vraiment une référence à ça. Mais ça continue aussi à nous teaser le funèbre destin de Sharon. Hélas, et effectivement, c'est une très mauvaise journée qu'elle passe. Heureusement, à ce moment-là, elle va quand même être sauvée. Ça permet, et pareil, ça nous pose les règles de tout. Voilà. On découvre petit à petit la réalité de ce qui était dans la balade. Et donc, il ne faut pas quitter le chemin. Si on quitte le chemin, il y a des pièges partout. On risque évidemment de mourir. Et c'est ce que va dire Agatha. Règle numéro 1, ne quittez pas la route. C'est une partie très importante. Et c'est là qu'elles vont découvrir. Donc on découvre que c'est un endroit changeant. C'est un endroit qui se modifie. Et là, donc la première épreuve va apparaître. Et donc cette maison, c'est des miniatures qu'ils ont utilisées. Ils ont beaucoup construit, comme je disais, de choses en réel. Et pour la maison, c'est une miniature. La forêt, ils l'ont vraiment construite et tout. Je trouve ça plutôt cool pour le coup. Cette partie, c'est une référence, la maison, à une série qui s'appelle Pretty Little Lies. Pour le coup, c'est référence à ça pour ceux qui se poseraient la question. Et donc elle le dit, faudra arrêter de se poser la question de est-ce que c'était là avant, parce que ça va arriver régulièrement. Donc, et on nous montre encore une fois le teasing avec les feuilles bleues, l'épreuve de l'eau, bien évidemment. Teasing encore, Sharon qui nous dit c'est peut-être la fin. Et là, pour moi, c'est un des petits moments où l'adolescent brise le masque, où il dit don't be a bummer. En gros, ne gâche pas le truc. Quand elle dit qu'elle espère que c'est bientôt fini ou quoi. Et on voit la façon dont Agatha le regarde. Et elle le regarde, elle regarde en avant et elle le regarde à nouveau. Elle se pose vraiment des questions sur lui. Parce que là, pour moi, il vient de révéler une petite facette de sa personnalité, justement, qu'il essaye de dissimuler. Ça, c'est important. On voit les phases de la lune sur la porte, c'est ce qu'on va nous expliquer. Et donc là, c'est une lune pleine, ce qui du coup représente la lune aqueuse. Et ça, je pense que c'est un symbole qu'on reverra régulièrement dans les différentes épreuves, avec différentes phases de la lune. Et la lune est hyper importante d'ailleurs. On va le voir un peu après. Mais pareil, dans la maison, il y a des lampes qui en fait sont des lunes. Et c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais donc ouais, ça je suis persuadé que c'est un symbole qu'on reverra régulièrement. Peut-être pas forcément sur des portes, mais voilà, à droite, à gauche, on reverra à chaque épreuve ce symbole-là avec une phase de lune différente. Et donc voilà, effectivement, ce qu'il explique là, j'ai beaucoup aimé. Elle est toujours parfaite, Catherine Hahn, dans le rôle d'Agatha, et la manière dont Sharon dit non, on va peut-être pas les surprendre, machin. Puis Agatha qui est en mode vraiment? Est-ce qu'on va pas les surprendre? Puis après rien à foutre qui va ouvrir la porte. Je fais ce que je veux. Je suis Agatha Harkness. Je vous emmerde. Et donc on va rentrer. Ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, c'est que on voit en petit sur le canapé qui est au fond là, enfin l'espèce de truc d'extérieur, sur le coussin c'est un crabe, donc le signe du cancer, qui est un signe d'eau, justement. Là aussi, les petits détails. Et sachant que c'est intéressant le truc du zodiaque par rapport aux éléments, on le voit dans le générique de fin, on en avait parlé la semaine dernière, il y a justement le corps humain avec les différentes zones par rapport au signe du zodiaque. Donc voilà, on voit que ça pareil, c'est pas du hasard, c'est là pour une raison aussi. On voit cette superbe maison, c'est plutôt très classe, hein, je me verrais bien, c'est pas mon type de déco, mais je me verrais bien squatter là-dedans quand même. Et on va voir qu'elles, leurs tenues ont changé, on est un peu comme dans le même principe que dans la série Vendavision. Et ce qui est intéressant, j'avais pas fait gaffe jusque-là, mais en fait, elles ont toutes un pendentif. Elles ont toutes un pendentif spécifique. Et on voit d'ailleurs que c'est la première chose que va vérifier Agatha. Et à propos des pendentifs,
D'ailleurs, évidemment, ils sont en vente, mais on peut les voir plus en détail comme ça. Et on voit justement, là c'est celui d'Agatha, là on a celui de Jennifer, on a ici celui de Rio, on a celui de Lila, avec les deux mains, un soleil et un œil au milieu, on a celui d'Alice Wu, qu'on reverra tout à l'heure, et d'ailleurs on se rendra compte que sa mère le portait déjà. C'est quelque chose qu'elle tient de sa mère, ce qui est logique pour une sorcière de sang, donc une sorcière voilà, où ça passe de façon héréditaire. Et effectivement, ce pendentif-là, on va le voir porté par sa mère avant. Sur celui de Jennifer, on voit une lune avec une étoile. C'est intéressant celui-là parce qu'il y a l'œil au milieu, qui peut être justement le troisième œil, donc l'œil qui lui permet de voir dans l'avenir. Alors par contre, dans celui d'Agatha, on peut voir que la mèche de cheveux n'est pas fournie avec. Voilà, mais je trouvais ça marrant, évidemment, c'est Disney, évidemment qu'il y a moyen de faire des études, ils vont le faire, puis ça permet voilà, de mieux voir justement ces différents pendentifs. Alors j'ai mis un Billy qui est en mode, enfin, l'adolescent qui est en mode, il y a une vibe qui fait très, les personnes d'âge moyen peuvent découvrir l'amour à nouveau, je trouvais ça rigolo, et je suis carrément là pour ça, je trouvais ça marrant. On voit que Agatha tout de suite essaye de trouver une porte de sortie, elle est pas tranquille, pour quelqu'un qui a déjà fait la route des sorcières, il y a vraiment un côté bizarre dans sa manière de se comporter où vraiment elle est pas en confiance du tout. Encore un teasing de ce qui va se passer pour Sharon avec le « enterrez-moi dans cette cuisine »,« bury me in that kitchen ». Tristesse, encore une fois. Petit teasing pour ce qui va se passer là aussi, le tableau. Regardez le tableau qui est au-dessus de la cheminée avec des baigneuses. Et voilà, c'est un teasing de ce qui va se passer bien évidemment à la fin de l'épisode. Et on remarque, sur les portes, il y a le même design que celui de la porte d'entrée, mais sans l'image de la lune et tout ça. Mais du coup, le cercle, on voit effectivement que ça ressemble à la lune, mais ça ressemble aussi, ça reprend un peu le design de la tour du château de Vendagor, de là où est morte Vanda pour le coup. Ça rappelle cette forme. Je vous mets l'image bien évidemment pour que vous voyez la référence. Et donc elle trouve ce papier avec la route des sorcières vous invite cordialement à la première épreuve. Et on a ici, mon âge a de la valeur, je ne suis pas drôle tout seul, je joue des tours à votre esprit, mais mes coups sont bien connus. Et effectivement, c'est pas l'énigme la plus compliquée du monde, et c'est Sharon, mais par hasard, juste parce qu'elle voit une bouteille de vin et que ça, c'est le truc qui lui fait plaisir, qui va résoudre l'énigme, parce qu'évidemment, c'est le vin. Petit truc intéressant par rapport à ça, c'est un vin espagnol, on peut voir, avec une date dessus qui est 2016, sachant qu'il y a une série Scarlet Witch de 2016, et dans l'issue 5 de cette série, c'est justement Scarlet Witch qui se rend dans un vignoble espagnol tenu par le clergé, et elle va aider des nonnes par rapport à des fantômes, aux fantômes d'une ancienne nonne justement qui vivait là et qui avait été persécutée. Mais donc voilà, c'est pas pour rien, c'est des petits détails, des petits easter eggs, mais c'est pas pour rien si ça date de 2016. Je pense vraiment que c'est par rapport à cette issue 5 de la série, dans laquelle justement ça se passe dans un vignoble espagnol. J'adore Sharon en mode, dès qu'elle voit le vent, oh, ah non, c'est empoisonné, faut la poser. Ok, je la pose. Non, faut qu'on la boive, on n'a pas le choix. Et ça, c'est intéressant. En anglais, vraiment, ce qu'elle dit, c'est breadcrumbs. C'est-à-dire des miettes de pain. Ce qui n'est pas non plus choisi au hasard. C'est, en fait, une référence à Hansel et Gretel. Hansel et Gretel qui suivent les miettes de bouffe pour arriver à la maison de la sorcière. Ce qui va totalement avec ce qui passe à la fin, où la sortie est par un four, qui est là où justement la sorcière d'Hansel et Gretel va mourir quand elle se fait enfermer dans le four. Ce qui justifie d'autant plus pourquoi une d'elles a peur justement d'aller dans le four. Parce qu'effectivement, pour une sorcière, c'est pas du tout l'endroit où on veut aller. Ça c'est mal fini pour l'histoire, pour certaines d'entre elles. Mais donc voilà, c'est pareil, c'est des petits détails, c'est une petite référence. Mais donc c'est référence à ça, pour le coup. Et du coup, Sharon qui est contente en mode, ah bah on peut picoler alors du coup. C'est bon, on y va. Ça j'ai beaucoup aimé, ce petit échange. Et clairement, on essaye de nous faire croire des choses. Et donc, effectivement, on a Jennifer qui va voir l'adolescent et qui lui dit « Méfie-toi d'Agatha ». Et c'est là qu'on a la confirmation de ce qu'on pensait avec les 2 premiers épisodes, il semblerait, mais elle est pas sûre, il semblerait qu'elle a échangé son propre enfant pour le livre des damnés. Je pense pas que ce soit ce qui s'est passé.
Elle est trop traumatisée, Agatha, par rapport à ça. On nous le montre clairement. C'est un personnage qui va aller vers une sorte de rédemption. Et donc, non, je pense pas qu'elle ait vraiment fait ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport à cette histoire. Mais voilà, elle a subi ce qui s'est passé, je pense vraiment. Livre des damnés, évidemment, qui est un autre nom du Darkhold. L'adolescent a l'air étonné, il est en mode bah non, enfin ça peut pas être vrai. Et elle va lui expliquer, c'est ce que disent les gens, ils disent que personne ne sait ce qui lui est arrivé, donc on ne sait pas ce qui arrive au gamin en réalité. Et c'est là-dedans, il y a un mystère par rapport à ça, et on va découvrir qu'elle l'a subi. Et c'est une des choses qui l'a changé, justement. On dit qu'il est peut-être mort. D'autres disent qu'il pourrait être un démon. Et c'est la première fois qu'il est réellement cité dans le MCU, ou un agent de Mephisto. Ça y est, on a vraiment Mephisto cité pour de bon dans le MCU, on a son nom. Il était temps, bordel. Mais bon, qu'est-ce qui arrive quand tu as Agatha Harkness comme ta mère, n'est-ce pas? Ça pour moi c'est ce qu'on appelle du red herring, c'est-à-dire une fausse piste. Vraiment, on essaye de nous faire penser que l'adolescent est le fils d'Agatha, non. Et je l'avais déjà dit, pour moi, effectivement, le manque de son fils, ce côté maternel, va être ce qui va faire qu'elle va de plus en plus se rapprocher de l'adolescent. Et j'espère qu'on en arrivera. Faut savoir que dans les comics, la première apparition d'Agatha, c'est en tant que nourrice des enfants des Fantastic Four. Ce qu'elle pourrait devenir plus tard. Et ça serait top d'avoir une Agatha qui devienne la nourrice, en gardant son caractère comme ça irrévérencieux et tout ça, mais qui devienne la nourrice des enfants des Fantastic Four. Ça pourrait être vraiment cool. Mais c'est pour ça, pour moi, ça c'est faux. Il n'est pas le fils d'Agatha. Par contre, ce que je me dis, il y a plusieurs solutions. Soit il est mort, effectivement, son fils. Soit il a été récupéré par Mephisto. Elle a pu être trahie par Rio, mais Rio on en parlera plus tard, mais il est possible que ça aille avec la raison pour laquelle elle en veut à Rio Vidal, justement par rapport à son enfant, à la manière dont elle a perdu son fils, ou on ne sait pas quel âge avait son fils à ce moment-là. Si ça se trouve, c'est son fils qui a voulu trahir. Son fils dans les comics, c'est un méchant, Nicolas Scratch. Donc si ça se trouve, c'est peut-être son fils en fait qui a voulu trahir et qui a provoqué ce qui lui est arrivé. C'est aussi une possibilité. Et voilà, on essaye vraiment de nous conduire sur une fausse piste. Je doute qu'elle reconnaisse son propre fils s'il se présentait à sa porte. On essaye de nous faire penser que c'est lui son fils, mais j'y crois pas du tout. Et on voit qu'effectivement il est un peu sous le choc de ce qu'il vient d'apprendre. J'aime beaucoup Agatha toujours avec ses réflexions. Si vous attendez la charcuterie, ça viendra pas, hein. Donc buvez maintenant, faites pas chier, vous commencez à me gonfler, à nous faire perdre du temps. Évidemment, la première à foncer, c'est Sharon. On t'aime, Sharon. J'aime bien comme tout le monde la regarde, en mode, ah ouais, quand même. J'ai eu une journée très difficile, ne me jugez pas. Et là, on a un timer qui apparaît. Donc on voit que l'épreuve vient de commencer. Dès le début, ils empêchent le jeune d'en prendre, parce qu'il a pas l'âge. Et qu'il fait pas partie du Coven, donc il n'y a pas de raison. On voit qu'Agatha est encore beaucoup de son côté. Et ça, c'est un truc qui va évoluer au fur et à mesure, c'est sûr, où vraiment, encore une fois, elles vont devoir être une véritable équipe. On voit que ça le travaille encore, la dose qu'il a appris par rapport à Agatha, et il va parler du coup à Alice Wu. Et c'est intéressant parce qu'ils ont changé des choses par rapport aux comics. Donc il lui parle de son tatouage, qui semble être un moyen de se protéger des malédictions. Et donc elle lui dit que on voit déjà Agatha qui se débarrasse de son verre, donc qui est en train de les trahir déjà, et elle lui explique, je l'ai eu au Colorado. Ma mère joue à Red Rocks, alors Red Rocks, c'est magnifique. C'est un truc, j'ai découvert ça du coup, et j'ai envie d'y aller. Ce décor, il est incroyable. Et donc, c'est vraiment un endroit où il y a des concerts, et ça a l'air absolument splendide. C'est dans le Colorado. C'est magnifique. C'est trop classe. Voir un concert là-dedans, ça doit être beaucoup trop bien. Sérieusement. Et donc voilà, sa mère jouait là-bas. Et donc, ce symbole éloigne les malédictions. Et elle dit que c'est sa mère qui lui a fait avoir ce tatou. Et ça va rejoindre ce qu'on va voir plus tard, justement, quand elle va avoir cette illusion de sa mère. Parce qu'elle a dit, toutes les femmes dans notre famille étaient maudites. Elles n'allaient pas bien. Mais par rapport à ce qu'on va voir plus tard, on peut comprendre qu'effectivement, donc leur sorcellerie se passe de mère en fille, et sa mère a directement ressenti quand sa propre mère elle est morte, parce qu'elle a reçu ses pouvoirs. Et il y a deux choses. Si elle a pas ressenti la mort de sa mère, Alice Wu, est-ce que sa mère est vraiment morte ? C'est déjà une question qu'on peut se poser. Et ça change des comics, parce que dans les comics, oui, sa mère s'est fait tuer par un démon, mais sa grand-mère est encore vivante, par contre. On voit sa grand-mère dans les comics. Là, non. Ils disent bien que la grand-mère est morte, puis la mère, et donc qui reste qu'elle, en fait. Et je me demande, est-ce que quelque part, il faut pas accepter sa malédiction ? Est-ce qu'on n'aura pas un moment, au cours de la série, où elle va
soit en le brûlant ou j'en sais rien, s'enlever ce tatouage pour enlever la protection, pour vraiment avoir accès à ses pleins pouvoirs. C'est peut-être quelque chose qu'on verra arriver pour l'évolution du personnage dans l'acceptation de qui elle est vraiment. Parce que dans les comics, quand elle chope les pouvoirs de sa mère, elle a les cheveux qui commencent à devenir rouges justement, comme l'étaient ceux de sa mère. Sa mère qui dans les comics c'est la gardienne de Hong Kong, c'est la gardienne magique de Hong Kong. Un peu comme on a le sorcier suprême pour toute la magie et tout ça, un peu comme Captain Britain et le gardien du passage d'Avalon au Royaume-Uni. Eh ben, sa mère, elle, c'est la gardienne de Hong Kong, spécifiquement. C'est là qu'on voit que les verres se remplissent, et là, on a un truc important. Et là, on va en discuter un peu. 13 peut-être. Donc elle dit que c'est arrivé quand elle avait 13 ans, ce truc de tatouage. Il m'est arrivé aussi beaucoup de choses à 13 ans. Ça, pour moi, c'est la phrase la plus importante de l'épisode concernant Billy. Pourquoi ? Il a un air un peu presque triste quand il dit ça. Il m'est arrivé aussi beaucoup de choses à 13 ans. Il a 16 ans. 13 ans, c'était il y a 3 ans. Or, rappelez-vous dans le premier épisode, ou dans le deuxième, début du deuxième, quand Agatha va demander à son voisin depuis combien de temps elle est là, depuis combien de temps ça dure, il lui répond 3 ans. Donc 3 ans, c'est les événements de Westview. C'est Wanda, le moment où elle a pris le contrôle de la ville et le moment où elle les a relâchés. Donc, le moment, l'année où il s'est passé tout ça, lui dit qu'il lui arrivait plein de choses. Ma théorie, j'y ai beaucoup réfléchi parce que dans le live qu'on a fait la semaine dernière, quelqu'un m'avait demandé par rapport à l'origin story de Billy et Tommy dans Maximoff. Et si vous pensez que la phase du multivers est compliquée, et c'est rien à côté de l'origin story de Tommy et Billy. Vraiment, c'est un sacré bordel. Ça a été retcon 50 fois derrière. C'est le foutoir. Ils peuvent pas faire ça en live action. C'est obligé, ils vont simplifier les choses. Parce que dans les comics, leurs âmes sont reparties dans le temps. Enfin, il y a tout un délire. Je pense que Billy est mort à 13 ans. Soit il a eu un accident, soit il a eu une maladie. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il aurait dû mourir. Et au même moment, les enfants de Wanda ont disparu. Et l'âme de Billy a profité de ce corps, de cette enveloppe, pour se réincarner. J'en suis à peu près sûr. Pour moi, ça serait la manière la plus simple. Et du coup, non pas que ça ait totalement pris sa place, que l'ancienne âme ait disparu, mais en tout cas que ça a un peu fusionné les deux âmes. Et je pense que c'est ça. Ça serait la façon la plus simple. Parce qu'ils peuvent pas faire un truc où son âme a remplacé quelqu'un, parce que ça serait un peu mal vu. Ça nous fera un peu une Wonder Woman 84 quand Steve prend la place du mec là. Et donc, pour trouver une méthode qui puisse fonctionner, je pense qu'il faut justifier en disant que son âme a sauvé la vie de quelqu'un. Et que sinon il serait mort. Donc pour moi c'est ça, en fait, qui s'est passé avec Billy. C'est qu'il aurait dû mourir il y a 3 ans, mais que le fait que l'âme de Billy vienne se lier à la sienne, ça l'a ramené. C'est ma théorie, par rapport à Billy en tout cas. C'est là qu'elle se rend compte du coup de... Voilà. Alors on voit bien, et on va le voir pour une autre raison aussi, c'est clairement une référence aux starlettes américaines qui se mettent du botox de partout, machin. C'est vraiment un moyen de se moquer de tout ce côté-là d'Hollywood, de Los Angeles. On est vraiment là-dessus. Alors elle me fait rire, Agatha encore avec son... Moi je trouve qu'elle a l'air exceptionnelle vraiment. Mais donc c'est clairement ça pour moi. Et c'est là qu'elle découvre donc qu'elles ont été empoisonnées. Et on voit qu'elles ont tout ça évidemment. Sauf... c'est bien le... Moi je déteste pas, ça va. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est une grosse critique. Et on le verra par rapport à la marque des produits de beauté de Jennifer, qui sont référence à une vraie marque, d'une vraie personnalité, pour le coup. Je vous en parlerai quand on le verra. Toujours à corriger pour le Sharon. Et donc, voilà, vu qu'elle a été la première à boire, bah c'est elle qui va servir un peu vous savez, quand on dit le canari dans la mine de charbon, c'est parce que quand il y avait un souci de monoxyde de carbone, machin, le canari était premier à mourait avant les êtres humains. Ça permettait aux êtres humains on avait une cage avec un canari, s'il mourait, oulala les gars, faut faire demi-tour, il y a un problème. Au cas où il y avait une poche de gaz ou un truc, parce que du coup c'est inodore. Quand vous sentez du gaz, c'est pas le gaz que vous sentez, c'est parce qu'on met un additif avec une odeur pour que justement on puisse pas se faire avoir parce qu'on le sent pas. C'est quelque chose qu'on rajoute au gaz, ce qu'on appelle l'odeur du gaz. Et donc voilà, on a Agatha qui se cache un peu parce que elle a pas bu en réalité. Et donc voilà, elle lui pose des questions pour essayer d'identifier la toxine. Et c'est là qu'on voit effectivement l'épreuve. Il faut quelqu'un qui connaisse tous ces poisons pour pouvoir s'en soigner justement. Jennifer qui pendant l'épisode a encore plusieurs fois des visions du futur qu'elle ne contrôle pas. Et donc là, il n'y a pas encore les hallucinations. Donc quand elle dit je vous aime les gars, en fait c'est quelque chose qu'elle redira plus tard et ça montre qu'elles vont se rapprocher.
mais c'est toujours des teasings. Vous savez, pour les fans de One Piece, c'est un peu Usopp. Vous savez, il dit des choses, c'est un grand menteur, mais plus tard. Et donc on voit que les visages sont redevenus normaux, mais ce qui pourrait être une bonne chose, mais pas du tout, parce que du coup ça ne peut être qu'un type de poison, et ce poison, alors le vrai nom, c'est la vengeance de... alors en anglais c'est Hellwife, et ça c'est super intéressant. Ça fait partie des choses que j'aime dans ce genre de série, c'est quand on m'apprend des choses que je ne savais pas. Et en l'occurrence, j'ai découvert ce qui était une Hellwife, et ça fait tellement de sens le nom de ce poison. Et je vais faire une petite parenthèse parce que c'est trop cool de pouvoir apprendre des choses, je trouve, de la vie réelle. Et donc le mot Hellwife, en gros, ça désigne une brasseuse. C'est un terme historique anglophone désignant en Angleterre soit une brasseuse, donc qui fait de la bière, qui brasse de la bière, soit une femme, voilà, qui brasse une bière de fermentation haute dénommée ale pour la vendre dans le commerce. Alors vous allez me dire pourquoi on parle de brasseuse? Qu'est-ce que ça a à voir, hein, une femme qui brasse de la bière? Ça a tout à voir avec les sorcières. Ça a tout à voir. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Et donc, j'espère que ça peut vous intéresser aussi, mais moi je trouve ça génial d'apprendre des choses comme ça, vraiment historiques et tout, grâce à une série du MCU. Le brassage et la vente de bière en taverne, aussi connu sous le terme de tippling ou lapping en anglais, permettent à des femmes de travailler et de réaliser de bons profits, avoir du pouvoir social et dans une certaine mesure de l'indépendance par rapport aux hommes. Là on parle de la situation du coup à l'époque médiévale, dans l'Europe médiévale. Et donc c'est un des rares moyens pour une femme seule d'avoir un statut et d'avoir de l'argent. Ce que les autres corps de métier à l'époque ne permettent pas. Les femmes médiévales, en particulier celles qui sont célibataires, les jeunes et les veuves, sont exclues de nombreux moyens d'assurer une autosubsistance. De nombreuses industries médiévales nécessitent la propriété de la terre, de long apprentissage et un travail salarié, ce qui aboutit à une forte discrimination envers la participation des femmes ou requiert une présence masculine pour les femmes qui entrent dans ces industries. En conséquence, la plupart des travaux des femmes à la fin de la période médiévale consistent en des tâches peu qualifiées, à faible statut et de peu de profit. En comparaison, le brassage et le métier de tavernière sont majoritairement des métiers de femmes qu'elles peuvent exercer de manière indépendante ou à égalité avec leur mari. Donc c'était vraiment un des rares moyens pour les femmes d'avoir un statut et de l'argent. À la suite de la peste noire de 1347-1350, l'industrie du brassage de la bière subit des modifications importantes et devient un commerce spécialisé. La société médiévale subit de nombreux changements à la suite de la peste. Les changements qui ont eu des effets importants sur l'industrie de la bière comprennent la consolidation des marchés urbains, l'augmentation des niveaux de vie, un meilleur accès au capital, un accès plus facile à des céréales moins chères, une plus grande demande pour les bières comme aliment de base du régime médiéval urbain, ainsi que la centralisation et la montée en popularité des alehouses, donc les pubs, qui font que l'industrie de la bière, un marché mûr pour l'investissement de capitaux et la commercialisation. À cause de ces changements, le marché de l'ale est passé d'une industrie dominée par des productrices occasionnelles, en général célibataires, à une industrie professionnalisée et dominée par les hommes. Donc vraiment, c'est une industrie qui était majoritairement féminine à la base et qui est devenue dominée par les hommes au fur et à mesure. Je trouve ça passionnant comme truc. En conséquence, les brasseuses et les alewives à la fin du 14e et 15e siècle font face à deux possibilités. En gros, c'est faire plus de profit en se centralisant et tout ça. Soit, elles sont obligées de revendre à des hommes et juste devenir serveuses en fait. Et donc, tous ces changements, ça a permis aux hommes de pénétrer dans un marché jusque-là dominé par les femmes. Contrairement aux femmes, les hommes ont les capacités juridiques, les ressources financières, sociales et culturelles pour diriger la commercialisation rapide de cette industrie. Dans ce contexte, certaines chercheuses et chercheurs académiques explorent l'histoire du brassage de la bière comme étude de cas contextualisant l'essor du patriarcat. Je trouve ça hyper intéressant. Et autre chose très intéressante, et pourquoi ça a totalement sa place ici, les brasseuses deviennent des boucs émissaires pour les vices que le monde associe à l'alcool. En 1540, et on n'est pas loin de la période des procédés sorcières, la ville de Chester ordonne qu'aucune femme entre 14 et 40 ne soit autorisée à vendre de la bière, dans l'espoir de limiter le commerce seulement à des femmes au-dessus ou au-dessous de l'âge où elles sont considérées sexuellement désirables. Les brasseuses de bière sont accusées d'être rebelles envers leurs maris, sexuellement déviantes, mais aussi de pratiquer la tricherie envers leurs clients en édulcorant la bière avec de l'eau
et en pratiquant des prix élevés. C'est assez fou. C'est assez fou. Et là, dans la culture populaire de la période, l'Alewife et la brasseuse sont des figures de représentation sociale, comique et décriées. Elles sont dépeintes dans les doom paintings ou les peintures murales d'église comme des personnes appartenant à l'enfer. On est complètement dans le thème. Désolé, la parenthèse est un peu longue, mais vraiment, je trouvais ça hyper intéressant pour le coup. Donc voilà pourquoi il y a cette référence aux Alewives, les brasseuses. Et donc voilà, elle leur explique tous les symptômes qui vont arriver, avec le cœur qui bat plus vite, les hallucinations, blablabla, jusqu'à en arriver à la mort. Bon, Billy, l'adolescent toujours en train de noter dans son petit carnet. Agatha qui encore une fois pète un plomb et veut briser la fenêtre, tout ça, et vraiment je me demande pourquoi elle est aussi peu tranquille pour le coup. Et c'est là que l'adolescent va se rendre compte qu'en fait elle n'a pas bu son verre de vin. Et là il a plus envie de rigoler. Et au départ, ça c'est intéressant, parce qu'au départ elle dit voilà, l'adolescent n'a pas bu, en mode il a qu'à boire lui. Il est pas dans le clan, il est mineur, voilà, elle le défend. Elle jette le verre, et quand il lui dit déjà bois, avec un ton impératif, c'est une des rares fois où on la voit qui fait pas la maline. Ou le fait de le voir lui être dur avec elle, ça lui fait quelque chose. Et d'ailleurs, quand il dit bon ok, dans ce cas je le fais, elle l'arrête et c'est là qu'elle boit. On sent vraiment le rapprochement qui est en train de se produire et le fait que voilà, il y a un attachement parce que pour elle c'est un enfant, il est jeune, elle a plusieurs siècles, je vous rappelle, et lui il a 16 ans. Mais encore une fois voilà, pour moi c'est pas son fils, mais c'est que c'est la mère qui a perdu son enfant et qui là voilà est souvent avec cet enfant et commence un peu à s'attacher à lui. Et donc elle va boire le verre. Effectivement, on a Sharon qui commence à avoir les hallucinations et revit le moment où Vanda, quand elles étaient à table, que Vanda ne laissait pas, son mari était en train de s'étouffer. Elle est obligée de rire à ce moment-là en plus, parce qu'elle était sous le sort de Vanda. Mais s'il vous plaît, laissez-moi l'aider à respirer, s'il vous plaît. C'est un moment triste pour le coup. Et donc voilà, Agatha est touchée aussi. Elle va leur donner toute sa recette de choses dont elle a besoin. Le gros chaudron, elle va se servir de l'évier, voilà, c'est en mode système D, faut qu'on fasse avec ce qu'on a sous la main. Ça c'est intéressant, si vous regardez le symbole de Kelker, c'est pas pour rien, regardez bien le logo, c'est pas pour rien s'il a cette apparence-là, c'est qu'en fait la marque de Jennifer, c'est une référence pareille au monde réel, à la marque de Kim Kardashian. C'est en fait un petit jab, comme l'histoire du Botox et tout ça, voilà, c'est un jab porté à ce genre de célébrité, et c'est totalement, regardez les deux, attendez, hop, regardez le logo ici, avec 2 K, Kelker, et Kim Kardashian, voilà, c'est pas du hasard, c'est clairement pas du hasard. Et donc Agatha est à peu près persuadée que Jennifer a menti, que c'est pas du tout des produits complètement naturels et qu'il y a des saloperies dedans et qu'il y a du pétrole. Et donc elle va faire ce pari parce qu'elles ont besoin de restes de trucs qui ont des millions d'années, donc pétrole, et donc elle devine qu'il y a du pétrole là-dedans. Et on a Jennifer qui a encore une de ses visions et qui dit il faut qu'on essaye de sauver Agatha. Donc Agatha va être en danger encore une fois plus tard. C'est encore un teasing de choses qui vont arriver plus tard dans la série. À ce moment-là, donc, il est assez intéressant aussi, où on a Alice qui va commencer à avoir ses visions à elle. On a aussi Jennifer, justement, qui va commencer aussi à avoir ses visions à elle. Elle, c'est intéressant aussi, on va en parler. Il y a aussi un mystère par rapport à son passé. De la même manière pour le personnage de Lila, qui va aussi avoir ses visions. Et on voit là sur le côté, vous regardez sur la droite, il y a cette jeune fille qui va apparaître justement, qui fait très 16e siècle, 17e, 16e siècle, donc italienne. Il semblerait, d'ailleurs elle parle italien après justement Lila. Et c'est Do You Want to See? Est-ce que tu veux voir? Donc est-ce que c'est le moment où elle a vraiment développé ses pouvoirs pour voir l'avenir? J'imagine que c'est une référence à ça. Alice de son côté qui se retrouve face à sa mère, et on voit bien qu'il y a un côté très 70s à ce moment-là. Ça fait très années 70. Et vous voyez ce que je vous disais, elle a le même pendentif si vous regardez bien. On voit qu'elle a le même pendentif. Même pendentif, voilà, qu'Alice porte ici. Médecin, tenue, années 50. Années 50, si ça doit être quelqu'un qu'elle a réellement connu, parce que c'est le cas de tout le monde. Et une femme noire dans les années 50 qui crée des potions pour aider à la médecine, effectivement, ça a dû être difficile pour elle.
Ça a dû être compliqué pour elle. Et donc voilà, quelqu'un qui la déconsidère, en gros qui lui dit à un moment tu n'es rien, tu es une femme gênante, qui va lui dire tu n'es rien plus tard. Ça a dû être une période effectivement vraiment pas facile pour Jennifer Kyle. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où elle va lui dire voilà, ta grand-mère est décédée aujourd'hui, je l'ai sentie à des milliers de kilomètres, donc j'imagine que sa mère était à Hong Kong. Justement, ça va reprendre au moins cet élément-là des comics. Donc elles sont maudites. Ça change des comics. Est-ce que là, il y a vraiment une entité qui les poursuit, elle en particulier, quelque chose qu'on pourra peut-être découvrir plus tard. Là, c'est intéressant aussi, parce qu'on a donc cette personne qui a l'air quasiment morte, et derrière, on a Lady Death qui apparaît. Et alors, Lady Death, ça rejoint quelque chose. Alors là, c'est une version illusion de Lady Death. Ou pas. Sa tenue qu'on voit là, ça rappelle autre chose. Ça rappelle la tenue que portait un personnage dans l'épisode 2. Et je vais en venir à ma deuxième théorie. Quoique non, je vais la garder pour la fin, mais pas juste pour le truc du temps de le watch time ou je sais pas quoi. C'est vraiment parce que ça aura un sens d'en parler à la fin. Mais donc Lady Death, qu'on avait déjà vu en statue dans Thor, je crois que c'était dans Thor 4, on avait déjà vu une statue de Lady Death. Et donc voilà, on a effectivement le moment où il lui dit tu n'es rien, où il essaye de la noyer. Elles sont toutes mises face à leur peur. Et comme dans le Magicien d'Oz, je me dis, il est possible qu'en fait, ce qu'elles désirent le plus, elles l'obtiennent avant de le demander à la fin du chemin. Qu'en fait, ce soit justement les épreuves qui leur donnent ce dont elles ont besoin. De la même manière que dans le Magicien d'Oz, le lion apprend à avoir du courage sur le chemin, par les épreuves qu'il va subir et ainsi de suite. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'on nous amène vers ça. Que le fait d'être confronté à leur peur, évidemment, c'est aussi devenir plus fort en se confrontant à son passé, en se confrontant à ses peurs. C'est comme ça qu'on devient plus fort, justement. Et donc voilà, on voit effectivement, donc elles sont toutes complètement déboussolées par ce qui vient de leur arriver. Elles ont réussi à choper tous les éléments qu'il leur fallait, avec la petite blague sur « Ah, mais c'est de miel que vous parliez avec vos trucs chelous ». Et c'est là qu'on découvre que la maison est désormais sous l'eau. Ça nous avait été teasé plusieurs fois depuis le début de l'épisode, mais effectivement, désormais la maison est sous l'eau de mer. Sharon, on voit notre... Sharon, on la voit en bas à gauche, elle va tellement me manquer, Sharon. Et donc c'est de l'eau salée, effectivement. Et on voit donc le chrono qui continue, il lui reste plus que 3 minutes, elles vont commencer à faire la recette. Et ça, pour moi, c'est le problème qu'il y a eu vis-à-vis de Sharon aussi. Elles ont pas mis un cheveu de Sharon. Et oui, elles ont oublié de mettre un cheveu de Sharon. Donc je me demande si c'est pas à cause de ça, en réalité, que la formule n'a pas fonctionné avec elle. Mais donc on voit que ça fonctionne pas tout de suite. Il leur manque quelque chose, il faut faire bouillir l'eau, donc... Justement, Billy va encore parler de ses parents, justement. Enfin là, il parle de son père, pour le coup. Il parle beaucoup de son père, d'ailleurs. Et on sait qu'ils ont été castés. Son père et sa mère ont été castés. Donc, il va y avoir un moment où il y aura soit un flashback, soit une épreuve où il y aura un moment où il lui verra ses parents. Mais ils ont été castés, en tout cas les deux. Son père et sa mère. Et donc voilà, il trouve la solution. Et les cheveux. Et ils prennent pas de cheveux de Sharon. Ça, pour moi, c'est la grande erreur. Et c'est le moment où Agatha va avoir sa propre illusion, vu qu'elle est en retard sur les autres comme elle a bu plus tard, où elle va voir justement ce landau avec dedans le Darkhold. Donc voilà, ça vient appuyer cette idée de cet enfant qui a été remplacé par le Darkhold. Et c'est intéressant, parce que c'était l'objet qu'elle voulait le plus au monde, mais maintenant, de le voir, au contraire, elle en a peur. Et ça, déjà, ça montre vraiment qu'il y a un changement du personnage. Elle est terrifiée par la vision du Darkhold. Ce qui n'aurait pas été le cas avant. Et c'est assez intéressant ce côté-là. Et quand on lui demande ce qu'elle a vu, rien. Évidemment, elle ne révèle pas ce qu'elle a vu. Et donc voilà, elle dit Agatha, on a besoin de tes cheveux. Mais elles en ont pas pris à Sharon. Elles en ont pas pris. Et donc là, elles vont découvrir que ce qui leur manque, elles ont encore oublié un truc, c'est du sang. Et c'est intéressant, parce qu'on a le pep talk, je suis très curieux de savoir sur quoi elle bossait. Elle lui dit, je t'ai laissé, t'es toujours détesté, par contre je sais que t'es doué, en gros, et t'avais un truc super important à faire. Qu'est-ce donc ? Donc je veux qu'on l'apprenne plus tard. Le vrai travail. Pas cette merde de calcaire, donc sa marque de cosmétiques, mais elle avait un vrai truc qu'elle devait faire. Et ça, je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est. C'est peut-être là-dedans, justement, qu'il y a le contexte où elle devait bosser avec des médecins et tout ça. Je me demande vraiment. Est-ce que c'est... Je sais pas. Vraiment, j'ai pas d'idée là-dessus. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Mais donc voilà, t'as pas besoin de ton pouvoir. T'es une vraie sorcière, mais parce que le plus important, c'est ce que t'as là-dedans. Et c'est là qu'elle se rappelle que c'est le sang, et il faut du sang de quelqu'un qui n'a pas été empoisonné, et donc elles vont servir du sang, bien évidemment, de l'adolescent. Et effectivement,
De là, ça va prendre la couleur que ça doit prendre, donc du bleu, ce qui va leur permettre de boire la potion, mais elles se rendent compte qu'elles ont oublié la pauvre Sharon. Comment est-ce qu'on peut oublier Sharon? Et donc elles vont lui faire boire à la dernière seconde, mais encore une fois, il n'y a pas son cheveu. Et là, c'est le four qui s'ouvre, c'est un escape game. On est totalement dans un escape game, c'est vraiment ça. Et en fait, le four est la sortie, avec justement, comme je vous disais, Lila qui ne veut pas y passer. Encore une fois, rappel à Hansel et Gretel, mais il n'y a pas le choix. Et surtout, c'est le moment où les fenêtres commencent à céder. Donc, non, il faut partir. C'est maintenant ou jamais. Allez, vite, on s'échappe. Elles vont ramener le corps avec elles de Sharon, qui commence à se réveiller à ce moment-là. Elle bouge un peu. Donc, on pense que le remède l'a sauvée elle aussi à ce moment-là. Elles y passent toutes. Elles passent par le passage. Il n'y en a qu'une qui va y passer, hélas. Et donc voilà, elles arrivent sur le toboggan, on dirait les jeux, quand j'étais gamin, qu'il y avait les jeux pour enfants à la télé, ou sur un plateau, ils avaient refait une fausse jungle ou des trucs comme ça. Et là, on voit que c'est du rouge. Le thème, c'est du rouge. Donc cette fois, on va être sur l'épreuve du feu, très clairement. Là, on approche de l'épreuve qui va concerner l'élément du feu. Donc, j'imagine que c'est Alice qui va avoir son épreuve, du coup. Ça doit être Alice Wu. Et donc voilà, rappelle qu'elle a un peu fait la traître Agatha, et ça va falloir que ça évolue, parce que c'est que comme ça qu'elles arriveront à la fin du chemin. Et c'est là où elle dit que tout le monde est en sécurité, et l'adolescent répond que non, pas tout le monde. Sharon, la magnifique, l'incroyable, la splendide, la fabuleuse Sharon, est morte. Le choc quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Comment ont-ils osé? Et il lui ferme les yeux, Sharon nous a quittés. Puis bon, la petite blague de elle sait toujours pas que son nom prénom c'est Sharon. Respecte-la un petit peu quand même, s'il te plaît. Et donc je suis traumatisé par la mort de Sharon, mais c'était aussi très intéressant. Très intéressant pourquoi? Très intéressant parce que ça laisse la place à la vraie sorcière verte. Et donc à Rio Vidal. Et par le trailer, si vous voulez rien savoir à partir de là, parce que là c'est par rapport au trailer. Dans le trailer, attention, je vais en parler, on voit un truc dans le trailer par rapport à Rio Vidal. Donc je vais en parler là. C'était dans le trailer, hein, je dis rien de spoiler vraiment ou machin, c'était dans le trailer. Mais on voit dans le trailer que Rio Vidal les rejoint, en même temps on s'en doute bien, les rejoint sur le chemin des sorcières, et dans le trailer on voit qu'elle sort de terre. Et qu'elle est là. Parce que la grande question, ça pourrait être, mais comment elle les rejoint? Comment est-ce qu'elle est capable de les rejoindre là en étant toute seule, alors qu'il faut un coven? J'ai l'impression qu'elles vont enterrer Sharon, et que Rio Vidal sort de là où Sharon est enterrée. Et là je me dis, mais pourquoi comment? Et j'ai une idée. Je pense que le pourquoi comment ne sera pas révélé tout de suite. Je pense que Rio Vidal, j'avais dit déjà que c'était un pseudo, je pensais que c'était Old Rival, et je pense toujours qu'il y a un rapport avec Old Rival, même si effectivement il y a 2 i, donc ça colle pas, mais j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était dit dans la série, et entre autres le côté, elle ne peut pas tuer Agatha, elle n'a pas le droit de tuer Agatha. Et il y a aussi le côté de, elle sort de là où est enterrée Sharon, et si elle était reliée aux morts, et qu'elle pouvait se servir des morts un peu comme de portail. Et là je me suis dit, mais attends, elle a pas le droit de tuer Agatha. Pourquoi? Et si, en fait, Rio Vidal était la mort ou un agent de la mort. Et donc, elle n'a pas le droit de tuer directement les individus. La mort ne peut pas intervenir. La mort ne peut pas tuer elle-même. Et si, parce que du coup tout ça commence à faire sens, et si la raison pour laquelle Agatha en veut énormément à Rio Vidal, c'est justement par rapport à la mort de son fils. Est-ce que ça pourrait être ça? Et j'en sais rien, mais du coup je me dis que c'est une possibilité. Puis le fait qu'on nous montre encore la mort avant, qui porte cette espèce de capuche noire, et Rio Vidal, quand elle arrive chez Agatha, qu'elle défonce la porte, elle porte aussi le même genre de capuche noire. Et Old Rival, encore une fois oui je sais il y a 2 i, ok ça triche un peu, mais vieux rival. Et plusieurs fois on nous rappelle le fait que les sorcières sont très âgées, on parle de l'âge de Lila, ou ouais 400 ans, machin, et effectivement, quelque part le rival, l'ennemi des sorcières, c'est la mort, parce qu'elles ne sont pas censées mourir, elles vivent pendant des siècles, et donc il y a un peu ce côté de... Et Vidal veut dire la vie. Est-ce que ça serait pas drôle d'avoir donné comme nom la vie à quelqu'un qui en fait est la mort? Ça serait une belle misdirection. Je sais pas si ça se dit en français, misdirection, mais en gros une bonne fausse piste. On l'appelle la vie,
et en fait elle est la mort. Ça serait assez ouf. Et d'ailleurs son logo, elle, sur son pendentif, je vous rappelle, c'est une dague. Une dague qui amène la mort. Une arme. Donc, je sais pas, je me trompe peut-être, mais ça serait intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Et ça l'amènerait du coup à être Donc ça veut dire que c'est pour son amour que Thanos se bat. C'est pas la version du MCU. C'est dans les comics où Thanos, sa motivation, c'est l'amour de Lady Death. Mais qui en voudra à Thanos de se battre pour Aubrey Plaza, franchement. Enfin voilà, c'est une vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, mais du coup, on a fait le tour de cet épisode. Vraiment, la réalisation n'est pas incroyable, mais je trouve que c'est une bonne série, que ça raconte des choses intéressantes, que ça amène plein de détails, plein de choses, que c'est bien écrit, que les dialogues sont bien écrits. Pour l'instant, sur ces 3 premiers épisodes, moi, je suis au taquet. Je suis au taquet, j'aime beaucoup ce que je vois. On verra si ça continue, on verra si ça se confirme, mais ouais, pour l'instant, c'est un vrai plaisir, honnêtement. Je suis curieux en tout cas d'avoir votre avis, vos avis en commentaire, de me dire si vous avez repéré des choses peut-être que j'ai pas vues, pour le coup, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec certaines des choses dont j'ai parlé là. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, ça ferait très plaisir, à laisser un petit like, ça aide énormément, à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a des connaissances intéressantes qui pourraient intéresser d'autres personnes. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.